problème de l'élévation de la menace, qui est une réalité objective, enfin, en tout cas vue par les spécialistes, tout le monde est d'accord. Et puis il y a le problème de la communication. Menace et communication, les deux mamelles de la police intérieure, et aussi sans doute une réalité à prendre au sérieux. L'actualité nous rattrape pas. L'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière est avec nous au comptoir de l'info. Bonsoir, merci d'être avec nous, avec Jean-Marc. Bonsoir Greg. Jean-Louis Bruguière, bonsoir. Vous êtes avec nous par l'intermédiaire de Gilbert Salinas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Agence de développement économique et culturel du sud de Toulouse. Qu'est-ce que cette agence? C'est pas une agence de renseignements généraux, non? C'est une agence économique plutôt, je crois. C'est une agence essentiellement économique qui a pour mission de rapprocher l'économie de différents pays, oui, notamment nord-sud, et donc de faire des missions économiques dans ces régions, de faire venir des ambassadeurs, des ministres de ces pays qui expliquent les opportunités économiques de leur région, et donc de là faire une mission économique. Ça marche? Alors, je veux dire, est-ce que notre région rayonne dans le monde? Eh bien, pour l'agence de développement économique, l'agence rayonne parce que bon, nous partons souvent avec un nombre important de chefs d'entreprise qui parfois avoisinent les 30 à 40 personnes, et donc ce qui est quand même quelque chose de sérieux. Et ça va de la PME, petite et moyenne entreprise, à la très grosse entreprise, en passant par les universitaires, parce que bon, on essaye de mélanger tous ces genres, parce qu'en réalité, tous travaillent pour la même chose. Voilà. Alors vous avez passé la journée avec le juge Bruguière, pourquoi? Eh bien voilà, le juge Bruguière, pourquoi? Parce que nous sommes une agence de développement économique, mais nous hébergeons le centre d'information d'Europe Direct. Et dans ce cadre-là, nous faisons plusieurs manifestations qui ont trait à l'Europe. Et de ce fait, nous avons voulu fêter le 25e anniversaire des accords de Schengen, et aussi fêter, le sujet de cette année, c'était surtout de faire en l'Union européenne un espace de liberté, de justice et surtout de sécurité intérieure. Et c'est à cette fin-là que j'ai invité le juge Bruguière. Pourquoi? Parce que l'actualité, à l'époque, n'était pas aussi brûlante, mais il s'avère qu'elle devient brûlante. En effet. Et donc, ça prend un autre écho dans notre association. Et de ce fait, nous faisons ce soir un dîner-débat sur ces genres. Alors Jean-Louis Bruguière, vous avez consacré une bonne trentaine d'années de votre vie à la lutte antiterroriste. Je crois que vous représentez l'Europe aux États-Unis dans la lutte contre le financement du terrorisme. Oui, dans le cadre d'un programme qui a fait beaucoup débat, qui s'appelle le Terrorism Finance Tracking Programme, qui est un programme de lutte contre le financement du terrorisme qui a été mis en place par le président Bush après les attentats du 11 septembre, qui était un programme secret, mais dont la particularité était d'utiliser en fait l'ensemble des données du réseau SWIFT disponibles sur le serveur américain donc, de cette organisation. Et donc la révélation de ce programme a été très très mal perçue, c'était un scandale en Europe. Et donc les Américains se sont offerts, on dit nous on est prêts à vous montrer qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est-à-dire que c'est là où on a pu dire que la Libye était un État terroriste ou pas? Comment? Est-ce qu'on a pu dire à ce moment-là que la Libye était un État terroriste? Non, pas du tout, la Libye n'est pas un État terroriste. La Libye a été un État terroriste à une époque, la Libye ne l'est plus aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a eu l'époque effectivement du décédé du TA, je raconte dans mon livre, et l'époque du Paname 103, mais je crois que la Libye et le Kadhafi a compris qu'il était urgent de changer un peu de spectre et d'abandonner donc cette posture, surtout après l'Irak. Aujourd'hui, la Libye a retrouvé sa place dans le Conseil international et est un partenaire important, je le dis, en termes de coopération sur la lutte contre Al-Qaïda. Alors, une interview que vous avez donnée à Jean-Michel Apathy sur RTL il y a quelques jours a frappé les esprits, une expression notamment que vous avez employée. Une certaine menace se précisait, semble-t-il. Alors vous avez employé l'expression comme en 1995. Aujourd'hui que la chaîne anglaise Sky News, bon, on en pense qu'on en veut, révèle qu'il y aurait eu des possibilités d'attentats sur l'Europe, sur Berlin, sur Paris, sur Londres. Qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, écoutez, moi je ne connais rien de cette information de Sky News qui un petit peu me surprend. Reprise par Le Monde ce matin. Oui, mais Le Monde fait une reprise. Qu'est-ce que nous dirait Sky News? C'est qu'il y aurait des menaces venant du Pakistan, de l'Afghanistan, sur les individus. Alors, certes oui, parce que le problème de l'AFPAC, comme on dit, l'Afghanistan-Pakistan, est un vrai problème. Aujourd'hui, on a l'ensemble des réseaux islamistes radicaux européens, et notamment des moudjahidines, entre guillemets français, ne vont plus maintenant en Irak, mais sont plutôt attirés par les zones tribales, les fameuses zones tribales pakistanaises et le Waziristan. Donc, je veux dire qu'il y a l'ensemble de nos services et des services occidentaux sont connectés pour
y compris nos amis américains, les Allemands aussi, pour voir un peu ce que font tous ces gens qui sont interpellés par les Pakistanais ou par d'autres, qui sont débriefés, comme on dit. Ils gardent qui Ben Laden, peut-être? Comment? Ils gardent Ben Laden? Non, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est là où se passe entre les talibans pakistanais d'une part, du Tarek, et puis les groupes donc, affiliés à Al-Qaïda. Donc c'est un souci avec également des connexions qui peuvent se faire avec d'autres zones, pays de la région. C'est le retour de ces gens-là qui peuvent être problématiques. Nous, on a quand même une menace qui est plus spécifique, plus prégnante, plus immédiate, qui vient de l'AQMI. L'AQMI, qu'est-ce que c'est? C'est Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique. Ce sont les anciens réseaux du GIA, le groupe islamique armé des années 90, qui sont transformés en ce qu'on appelle le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui à partir de 2006-2007, après dans le contexte post-irakien, ont fait allégeance donc Al-Qaïda, Al-Qaïda centrale, c'est-à-dire, et ont changé de nom pour s'appeler Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique. Donc ils ont pris l'appellation de Al-Qaïda. On a une espèce de succursale, si je peux dire, stratégique d'Al-Qaïda, mais avec un positionnement fait par les anciens du GIA, du GSPC, avec ce qu'on appelle des katibas, ce sont des groupes armés qui se trouvent à la fois en Algérie, dans la région, mais cantonnés, c'est Drungdal le chef donc de la Kabylie, et puis, mais surtout des groupes armés très actifs dans la zone sahélo-saharienne. C'est ça qui est important. Pour lutter contre le terrorisme, et je reviens vers vous, finalement, faut-il que le Nord aide le Sud économiquement? Et après tout, on peut penser que le terroriste, le terreau, n'est là, parce qu'il y a des inégalités absolues. Moi, nous, quand on a fait Nord-Sud, on l'a fait et on a été justement nommé à l'OCOSOC. L'OCOSOC, c'est l'ONU, grâce plutôt à notre action en direction de Nord-Sud. Nous, ce que faisons, c'est que nous envoyons énormément d'étudiants de Bac+5 à Bac+8 à l'étranger et on essaie de les mettre sur le bassin méditerranéen. Mais on a voulu aussi faire du sud-sud, c'est-à-dire mettre des Camerounais en Égypte, des Égyptiens en Algérie. Donc on fait beaucoup de mélanges comme ça et on travaille beaucoup comme ça. Et je pense, même on est allé en Guinée, on a formé un CRDP en Guinée, et donc c'est cette façon de faire, puisque après on a toujours un feedback, puisque les gens nous demandent après, est-ce qu'on peut faire des études en France, est-ce qu'on peut faire un perfectionnement et tout ça. Et ça, nous l'assurons toujours, c'est pour ça que nous avons les universitaires avec nous, et de telle façon que bon, il y a toujours une réponse. Et c'est de la connaissance que naîtra l'action positive dans ces régions-là. Cependant, il y a du travail pour ça et il faudra sans doute des dizaines d'années parce que pour le moment, le problème, c'est quand même la fanatisation de certaines personnes. Oui, je crois que si vous voulez, le gros problème aujourd'hui, effectivement, c'est le problème qu'on appelle la radicalisation. C'est-à-dire, pourquoi un individu va tout d'un coup changer et basculer dans la violence et dans l'idéologie radicale. C'est un gros problème parce qu'il n'y a pas de modélisation, il n'y a pas de typologie particulière du terrorisme. Désespoir. On parlait tout à l'heure du problème Nord-Sud, c'est pas simple, c'est multifactoriel. Et la difficulté, alors il y a des facteurs que l'on connaît, par exemple, on sait que les prisons fabriquent des terroristes, c'est évident. Bon, on sait qu'effectivement, il y a des problèmes d'intégration qui n'ont pas été, que ce soit le système de l'intégration à la française ou la communautarisation à l'anglaise, qui n'a pas fonctionné avec les home ground. Bon, donc, mais la problématique aussi, c'est la très grande capacité de ces gens, des gens affiliés à Al-Qaïda, de recruter. Le recrutement et le problème opportuniste. Un autre élément qui est très important, qui vous touche et également qui nous touche tous, c'est le numérique. Aujourd'hui, inconsciemment, on est passé dans un terrorisme numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces groupes Al-Qaïda ont une capacité extraordinaire à maîtriser les nouvelles armes de la communication et de l'information. Et qu'aujourd'hui, le recrutement se fait par Internet, la mobilisation. Alors, les Américains sont partout sur Internet. Oui, mais attendez, ils captent tout. Enfin. Oui, tout le monde est sur Internet, mais eux aussi, et puis ils maîtrisent aussi l'arme de la cryptologie, qui est une arme extrêmement complexe. Et aujourd'hui, on a un petit gap, si vous voulez, je peux dire, un différentiel entre d'une part ces capacités nouvelles et bien évidemment les États en termes de réponse. Alors tout ça, ça va être comblé parce que la mobilisation est très forte et que l'ensemble des pays, et la France est très mobilisée donc dans cette nouvelle forme de menace. Mais je crois que c'est important, on est en permanence dans une espèce de course à la technologie et aux méthodes, avec des groupes qui sont extrêmement réactifs, qui ne sont pas du tout centralisés. On est dans un phénomène quasi métastasique, pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui sont de type viral et qui constituent d'individus qui se développent très très vite, d'une façon très opportune, sur des échelles très grandes, qui disparaissent et qui se reconstituent. Donc on a beaucoup de difficultés parce qu'un État, y compris les États-Unis, n'a pas la capacité à lui seul de faire. Donc la coopération est essentielle. Comme je le dis, on est devant un gigantesque puzzle.
Et l'argent circule en plus. Et chaque pays a des petits morceaux. Donc il faut mettre tout ça sur la table pour reconstituer la figure. Et il y a l'aspect financier, bien sûr, qui est important. Et parce que, oui, parce que l'aspect financier, c'est c'est pas uniquement de la macrofinance. Donc c'est beaucoup de microfinancement, c'est beaucoup de criminalité. Vous avez vu les problèmes des enlèvements, les rançons, c'est la drogue, c'est les trafics de tout genre, c'est la contrefaçon. C'est toute l'économie parallèle, les souterraines, qui du reste ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur l'économie réelle. Parce qu'il est évident que ça, c'est important et ça joue en faux, parce qu'il y a des pays aussi qui peuvent en profiter, où il y a des zones grises qui peuvent aussi se nourrir de cette fonctionnement du terrorisme, comme le terrorisme, profiter de ces zones grises, comme par exemple dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, ou dans la zone sahélo-saharienne. Jean-Louis Bruguière, quand on vous écoute, effectivement, il y a un aspect pédagogique, on comprend, ça semble clair, dépassionné, mais alors la communication sur ces menaces éventuelles ou bien réelles par le gouvernement, parfois c'est du genre de Roger Giquel, vous savez, la France a peur. La France a peur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Agite le chiffon. Alors, attendez, je m'inscris en faux contre cette version des faits et cette appréhension qui me paraît dangereuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on ne communiquait pas et qu'il se passait quelque chose, on nous le reprocherait. On reprocherait ça aux administrations. Et je renvoie également à une très bonne lecture d'un livre que vous ne pouvez pas ne pas connaître, mais je sais que vous le connaissez très bien, qui est le Livre blanc, qui a été, il y en a eu deux, un sur la sécurité intérieure et le deuxième sur la défense. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous voulez, c'est un livre qui n'est pas politique. Si vous voulez, on a pris une année pour voir l'ensemble des grands responsables, de tous ceux qui étaient concernés par les problèmes de sécurité, pour mettre une nouvelle doctrine de la France en matière de sécurité intérieure. Ça prouve qu'on était très sensibilisés. Et un des éléments de la doctrine, c'est de déterminer, de dire qu'aujourd'hui, et je partage parfaitement cette analyse, que la sécurité, ce n'est pas uniquement l'affaire des spécialistes, c'est l'affaire de tout un chacun. C'est-à-dire que vous êtes à la fois un acteur de votre propre sécurité, et vous êtes aussi dans une position de passivité, c'est-à-dire que vous risquez d'être la victime de la sécurité. Mais vous êtes l'acteur, vous êtes actif. Et qu'aujourd'hui, le problème, il est important de faire en sorte que les gens soient conscients de ce que la menace existe. Moi, je suis frappé par une chose, puisque je suis encore en activité, si je puis dire, dans le cadre. C'est de voir le différentiel énorme qui existe, pas uniquement en France, entre la réalisation un fait objectif, qui n'est pas celui constaté uniquement par nos autorités, partout, sur l'élévation de la menace, notamment aux États-Unis, mais dans le monde occidental. On est devant une réalité aujourd'hui de montée objective de la menace. Il faut qu'on en soit conscient. Oui, Laissez-moi finir. Et c'est important. Et d'autre part, un élément important, c'est la très faible perception par l'opinion publique de ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne vendez pas la virtualité. Vous vendez une lessive, mais vous ne vendez pas une qualité, vous ne vendez pas la prévention. La prévention, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc il faut bien l'objectiver par quelque chose, et tout le monde sait que l'élément fondamental, c'est la communication. Donc il faut communiquer. C'est pas simple, parce qu'il faut mettre le curseur au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut pas trop communiquer, mais la communication est un élément fondamental. On est en Vigipirate depuis quoi? 2005? Oui, mais... Ouais. Et on ne sortira jamais de Vigipirate, soyons clairs. Mais il est important à un moment donné... Et les gens sont conscients, ils sont fouillés dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle entrée de cinéma, dans n'importe quelle gare, ils sont fouillés désormais. Écoutez, ils sont tout le temps fouillés. Vous qui êtes un journaliste très distingué, vous allez faire un sondage tout à l'heure dans les rues de Toulouse, en disant, pour vous, quelles sont les priorités en termes de ce qui vous concerne? L'économie, le chômage, la sécurité, le terrorisme. Vous pensez que le terrorisme va arriver au premier niveau? Non. Non, parce que les gens n'ont pas dans leur assiette tous les jours. Mais parce qu'il n'y a pas, heureusement. Et parce qu'il n'y a pas d'attentat depuis en France. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'attentat. Pourquoi? C'est pas le hasard. Il y a un service intérieur. Non, c'est parce qu'on a un ensemble de dispositifs de services. Moi, je vais vous dire, moi, je peux apporter le témoignage. Au moins jusqu'en 2007, de ce qu'on a à peu près jugulé, empêché 1 à 2 tentatives d'attentat par an. Et je sais qu'aujourd'hui, ça continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas eu d'attentat de 1996 à nos jours, alors que nos voisins ont été lourdement touchés, malheureusement pour nous, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le résultat d'une stratégie. Et je crois que ça, c'est important. Il faut que nos concitoyens le sachent, mais on a besoin d'eux également pour que ça puisse continuer. Jean-Louis Bruguière, merci. Pour continuer cette réflexion, il suffit de lire par exemple vos entretiens avec Jean-Marie Ponto. Ce que je n'ai pas pu dire, c'est paru en 2009 chez Robert Laffont. C'est très d'actualité. On y retrouve toute l'histoire du terrorisme en France, depuis les années 70, les Palestiniens. Voilà. Et on retrouve l'ACMI, effectivement, où je pense qu'on devrait peut-être s'occuper davantage de l'ACMI, c'est quand je l'ai écrit. Et aujourd'hui, je vois que on est un peu là-dedans. Les millions de spectateurs qui ont vu également le film Des dieux et des hommes seront intéressés de voir que vous vous êtes occupé de cette affaire. Et puis on apprend également que vous êtes d'une longue lignée de magistrats dont certains étaient à Toulouse, ou en tout cas dans la région. Hein. Ah ben oui, mon arrière-grand-père était conseiller à la cour d'appel de Toulouse.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Salinas, également d'être venu avec nous dans le comptoir. À tout de suite.